Pierre-Gilles Degennes, nous sommes à l'école de physique et chimie, en plein quartier latin à Paris, l'école que vous dirigez depuis maintenant 15 ans. Je crois que c'est un endroit qui vous est très cher. C'est vrai qu'il y a une tradition que la plupart des scientifiques aiment beaucoup à PC. Et je suis très frappé de voir que parmi les élèves que j'ai de nos jours, j'ai très souvent les fils des grands chimistes ou physiciens de notre temps, ce qui est signe que la communauté nous fait confiance jusqu'au point de nous envoyer ses enfants. Là, ça me fait très plaisir. Mais vous connaissez un peu l'histoire de cette maison. C'est une histoire qui est assez frappante. Le démarrage, c'est la guerre de 70. Nous perdons la guerre de 70. Nous avons perdu notre école de chimie qui était à Mulhouse. Et en 80, le Conseil de Paris, dans toute sa sagesse, décide d'instituer une école. Et il a l'intelligence de la faire pas seulement en chimie, qui est la grande science de l'époque, c'est l'époque des colorants, mais d'y mettre aussi la physique qui est plus en démarrage. Dans le fond, beaucoup des applications physiques de notre vie quotidienne ont commencé juste après, comme l'éclairage public, disons, des choses de ce nouveau-là. Alors, il démarre avec un style très alsacien, presque allemand, l'idée d'une école très expérimentale, de rôle primordial du laboratoire et de l'éducation mixte chimie plus physique. Et au début, ils ont des succès extraordinaires. Le premier directeur, qui est Schützenberger, recrute par exemple le jeune Pierre Curie qui a 25 ans, mais qui a trouvé la piézoélectricité à 21. Et Pierre Curie crée un style. Parce que d'un côté, il est un théoricien extrêmement profond. L'article sur la symétrie des lois physiques que Pierre Curie a écrit est un article qui annonce toute la démarche de pensée des gens de la physique fondamentale au XXe siècle. Mais à côté de ça, Pierre Curie est l'inventeur des électromètres les plus performants du XIXe siècle, parce qu'il utilise la piézoélectricité. Et avec ces électromètres, 15 ou 20 ans plus tard, il va pouvoir étudier la radioactivité, faire de la radioactivité une science précise. Et c'est en 1898 que ça s'est fait. Que Pierre et Marie Curie donc, découvrent le radium c'est ici ça, dans cette absolument. école. Et près de 100 ans après, donc, le prix Nobel pour vous, et en même temps, l'Académie royale de Stockholm parle d'un nouveau Newton. Pourquoi Newton ? Oui, alors là, vous savez, mon commentaire là-dessus, c'est de dire qu'il s'agit d'une expression de lyrisme nordique. Newton était quelqu'un d'une autre époque et très au-dessus de la stature que nous tous, physiciens du XXe siècle, nous représentons. C'était un bâtisseur solitaire, et fort heureusement, à notre époque, nous ne sommes plus des solitaires, mais c'était un homme qui est tout à fait au-delà des capacités que nous avons, nous. C'est quand même extraordinaire de penser que, vous savez, à 13 ans, il était déjà connu pour construire des petites machines sur les ruisseaux de son village anglais. À 18 ans, il invente le télescope. Dans les années, à peu près 20 ans, il comprend l'optique interférentielle. Et entre 20 et 25 ans, en même temps qu'il fait ces choses-là, il comprend la gravitation, le mouvement des planètes. C'était vraiment une toute autre échelle. Il y a personne, je trouve, parmi mes amis contemporains qui peut être comparé à ça. Pourtant, vous avez des maîtres. J'ai des grands maîtres et que j'aime beaucoup. Alors là, on pourrait venir... C'est une longue histoire. Peut-être que l'un des premiers, historiquement, a été Yves Rocard, le père du Rocard que le public connaît. Yves Rocard est un homme pour qui j'ai une immense admiration, qui a fait des choses très importantes, aussi bien en acoustique qu'en électromagnétisme, dans des domaines très divers, mais qui a aussi été un des recréateurs de la science française après la guerre. Il se trouve que ça avait été un résistant de grande autorité, qui avait apporté toute sa compétence technique à informer les Alliés de ce qui se passait en France du point de vue installation de rampes de lancement ou de systèmes de détection. Après la guerre, il est donc arrivé avec une grande autorité et il a réussi des opérations extraordinaires pour reconstruire la science chez nous. L'une de celles-là, c'est le démarrage de l'astrophysique en France. Comment ça se passe? C'est Rocard qui visite des gares en Allemagne, et sur une gare, il voit 2 radars identiques et assez puissants. Et il sait très bien que si on veut faire de l'astrophysique, il ne suffit pas d'en avoir un, il faut en avoir 2 pour pouvoir utiliser les interférences entre les deux, positionner les sources et faire une science véritable.
Donc il se précipite pour acheter ces 2 radars. Malheureusement, il a un jour de délai ou quelque chose comme ça, acheter, je ne sais pas, ou enfin prendre d'une façon quelconque. Il y a un jour de délai, il n'en a plus qu'un au moment où il arrive à s'en emparer. Alors il était très malheureux, et puis je crois que quelques mois plus tard, par une heureuse information, et ça montre aussi le réseau d'informants qu'il avait, il apprend que le 2e radar est égaré sur une voie de chemin de fer du côté de Poitiers ou quelque chose comme ça, qui va être mis aux enchères. Et il envoie quelqu'un qui lui rachète ce radar au dernier moment. Et ça, c'est le démarrage de l'astrophysique en France. J'aime bien cette histoire parce que d'une part, elle montre le rôle de Rocard et d'autre part, elle montre comme la science démarre sur des choses humbles, simples et en même temps difficiles à gérer souvent. Et vous, justement, vous êtes un chercheur du concret et des choses simples. Comme il l'était, hein, ça exactement. Lui est tout à fait un modèle de ce genre-là. Alors, si on continue sur ces gens, c'est vrai qu'après lui, j'ai aussi beaucoup profité du contact de Kastler, qui était un grand monsieur de l'optique, qui nous faisait des cours tout à fait remarquables et d'une simplicité lumineuse. Et ensuite, une 3e personne que le public connaît un tout petit peu plus, qui est Pierre Aigrin, qui a été le fondateur de la science des semi-conducteurs en France. Pierre Aigrin, c'est aussi une histoire personnelle curieuse. C'est quelqu'un qui était formé comme un officier de marine, parti aux États-Unis, fait des cours pour devenir pilote de chasse. Là, les Américains sont rapidement aperçus, nous dit-il lui-même, que c'était dangereux de lui confier un avion, mais ils se sont aussi aperçus qu'il valait beaucoup mieux le faire réfléchir sur la théorie physique. Et il est revenu après la guerre des États-Unis, ayant déjà une thèse américaine, et décidé à s'intéresser aux semi-conducteurs. C'est l'époque où le transistor est trouvé, où tout éclate de ce côté-là. Aigrin a créé une équipe extraordinairement sympathique, dans laquelle il jouait un rôle d'animateur fabuleux. Il venait avec une idée par jour. Bien sûr, toutes ces idées n'étaient pas bonnes, mais nous, les gamins, on était là, on triait, on discutait. Après, sur chaque idée, on avait une quinzaine de jours de débat. Ça créait une ambiance absolument extraordinaire. Et ça, j'ai énormément appris d'Aigrin du point de vue aussi bien, comment dire, de la recherche que de la façon de faire vivre un petit groupe, de façon à ce que les gens soient heureux, se posent des questions, et en même temps n'aient pas l'impression d'être écrasés par quelqu'un qui commande tout et qui veut tout faire. Alors justement, Pierre-Gilles de Gennes, quel a été votre parcours et aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez? Bon, question parcours, c'est amusant de voir comment notre génération a vécu, parce que c'est une génération d'enfants gâtés. J'ai souvent dit, je l'ai dit au moment du prix Wolf par exemple, nous sommes des enfants gâtés en ce sens que nous avons presque échappé aux difficultés de la guerre. Moi j'ai eu quelques paniques en 1944, des choses comme ça, mais j'étais trop gamin pour être pris au STO ou trop gamin pour être dans la résistance d'une façon effective. Donc de ce côté-là épargné. Et par contre, arrivant à un moment où il y avait quelques actions pour établir une culture scientifique en France qui étaient remarquables. Alors, une première action à laquelle on doit énormément et qui n'est pas assez connue du public, c'est la création de l'école d'été de physique théorique par une jeune femme énergique qui était Cécile de Witt. Cécile de Witt travaillait aux États-Unis, elle avait passé sa thèse là, elle avait une trentaine d'années. Elle voit que là-bas, il se passe des écoles d'été tout à fait remarquables où les jeunes viennent être mis en contact avec de très bons chercheurs. Et elle se dit, il devrait y avoir la même chose en France. Et elle va trouver les différentes autorités, les universités. Elle va aussi trouver Laprade, un grand architecte de cette époque, qui avait rassemblé des chalets anciens ravissants sur la pente de la côte des Chavants aux Ouches. Et elle convainc ces gens-là, avec un pouvoir que je ne comprends pas encore maintenant, comment elle a réussi à convaincre tous ces gens-là, qu'il fallait faire cette opération. Et en plus, il se trouve qu'elle connaît très bien le milieu et que dès la première année, elle arrive à faire une école à top niveau. C'est-à-dire que les gens qui viennent enseigner là, c'est des gens comme Wolfgang Pauli, prix Nobel de l'époque. Moi, quand j'y étais comme élève une année plus tard, je suis de la deuxième année de cette chose-là, eh bien, on était exposé justement à Shockley, inventeur du transistor, disons, qu'à Pauli, qu'à des spécialistes de relativité générale, de physique des particules. On apprenait toute la science en 2 mois,
c'était En 2 mois. en 2 mois. C'était exténuant. On était complètement mort. On travaillait nuit et jour. Mais l'ambiance aussi était extraordinaire. Par exemple, Philippe Nozière et moi, Philippe Nozière est un grand théoricien de la physique du solide. Bon, et nous étions à l'époque deux gamins en âge, je dirais, 19 ans. Hein, on n'était pas vieux. Peut-être 19-20, disons. Et il se trouve qu'on habitait dans un chalet qui était en même temps le chalet d'un grand théoricien anglais, Rudolf Peierls, un de ceux qui ont été parmi les Anglais qui ont vraiment contribué à Los Alamos, par exemple, au travail de Los Alamos. Et Peierls avait une famille extrêmement amusante et vivante et recevait tous les soirs tous les gens qui vivaient dans cette école pour quelques semaines. Les professeurs repassaient quelques jours ou quelques semaines. Et je cite toujours cette situation, je vois encore Shockley, qui pour nous était quand même quelqu'un de très intimidant au départ, prix Nobel de semi-conducteur, entrer dans la pièce avec un espèce d'énorme chaudron sur la tête parce qu'il racontait une histoire où il était un chevalier des temps anciens, quelque chose comme ça, qui revient, et vous imaginez tout ce qu'il peut trouver quand il revient des croisades, quelque chose de ce genre. Et Shockley nous racontait donc une histoire étonnante, et au coin du feu, on était devant un grand feu dans un chalet comme ça, il y avait aussi bien Pauli, grand prix Nobel disons, de la mécanique quantique. Et à la fin de l'histoire, tout le monde riait, sauf Pauli qui riait un certain nombre de secondes après. Parce que c'est un Suisse allemand qui veut être sûr d'avoir bien compris et qui, après, était tout disposé à rire. Bon, on arrivait à connaître ces gens-là d'une façon absolument extraordinaire. Et cette jeune femme, avec des crédits minimes, avec des moyens minimes, elle a fait autant pour la science que des gouvernements entiers, je dirais. Ça, c'est très frappant. Et je dirais que c'est un des aspects, c'est ça, de notre chance à nous, c'est d'avoir rencontré ça. Ça a complètement modifié nos carrières, nos attitudes après. Alors après, quelle a été votre carrière, justement? Alors moi, après, je suis entré au CEA, après avoir fini l'école normale, je suis entré au CEA, et après avoir un peu travaillé avec Aigrin au sein de l'école normale pour apprendre juste à travailler. Et le CEA avait aussi joué un rôle très important et très intelligent dans la formation des jeunes. Il avait réussi à envoyer des tas de jeunes remarquables s'éduquer aux États-Unis ou au Danemark. L'école de Copenhague était très importante à cette époque, ou quelquefois en Angleterre. Et fort heureusement, grâce au côté un peu casanier des Français, tous ces gens qui sont partis aux États-Unis en sont revenus et ont en quelque sorte propagé à ce moment-là la culture qu'ils avaient acquise. Vous êtes parti aux États-Unis? Non, moi je suis de ceux qui l'ont reçue, cette culture, vous voyez, à ce moment-là. Et les noms, c'était Abraham pour la résonance nucléaire, Messia pour la mécanique quantique, Claude Bloch pour la physique nucléaire et ce qu'on appelle la physique à une corps. Tous ces gens-là ont après été des formateurs fabuleux. Jacques Friedel en physique des solides, lui pas envoyé par le CEA, par un biais différent, enfin, qui était à Bristol, qui est revenu avec une double culture d'électrons dans les métaux et de dislocation, de défauts dans les solides. Tout ça, ça a été vraiment extrêmement favorable pour nous parce que nous avons pu apprendre tout très rapidement. Alors que les gens qui étaient un tout petit peu plus vieux que nous n'avaient pas eu cette chance, avaient dû se débrouiller avec des livres ou pas de livres, ou des livres très anciens et très mauvais, et personne à qui parler. Nous, on s'est trouvé tout à coup devant la situation où on avait des gens à qui parler. Si on avait une question comme on a envie d'en poser, souvent stupide, mais c'est que ça participe de l'éducation, eh bien, on trouvait tout de suite quelqu'un à qui parler. Et après? Donc, moi je me suis trouvé au CEA, et l'attrait du CEA à cette époque-là, c'était que les réacteurs commençaient à produire des flux de neutrons importants, et on pouvait utiliser ces neutrons pour regarder les solides. Et il y avait au CEA des équipes très en pointe qui faisaient ça. Bernard Jacquot, un peu plus tard Daniel Créhubier, Yves Mériel, un certain nombre de gens comme ça. Et moi j'ai été, disons, un modeste calculateur pour ces gens-là pendant 2 ou 3 ans, mais avec un bonheur considérable. Ça, je me suis régalé à ça. Et c'est vrai que l'époque était fabuleuse, les gens découvraient des choses avec des moyens qui étaient quand même relativement simples, arrivaient à trouver des choses très très importantes. Et puis, il s'est trouvé que la guerre d'Algérie était là, et moi j'ai dû partir quand même 27 mois, comme on fait typiquement dans ces cas-là. Mais je me suis trouvé fort heureusement mis dans la Marine nationale, et la Marine nationale avait une politique très intelligente vis-à-vis des chercheurs. Et elle nous faisait une sorte de présentation en quelques mois de tous ces problèmes et de tous ces types de bâtiments et de toutes ces actions. Et Dieu sait, les gens maintenant connaissent un peu plus ça parce qu'ils ont eu des films comme Octobre Rouge.
Ils voient ce que c'est que la lutte anti-sous-marine ou la guerre entre sous-marins, etc. Bon, voilà un exemple de problème auquel on était exposé. Et la marine, donc très intelligemment, nous disait « regardez d'abord ». Et puis elle nous faisait quand même prendre l'entraînement normal d'un élève officier. Moi, je me rappelle encore être avec 3 pantalons, les uns sur les autres, sur ces goélettes à huniers qu'ils avaient, là, les goélettes de l'école navale, crever de froid en faisant de la manœuvre. Mais ça allait des souvenirs excellents et c'était intelligemment conduit. Et après, j'ai donc passé un temps assez long dans la marine à essayer à leur être utile, avec plus ou moins de succès, enfin avec une grande bonne volonté, disons. Et puis, mais je vois que vous avez envie de poser une question. Allez-y. Non, je voulais vous demander à quel moment est-ce qu'on vous avait confié votre première équipe, votre premier laboratoire? Ah oui, alors là, je me suis trouvé, disons, sortant du service militaire, j'avais rencontré sur les bateaux et dans les laboratoires de la marine quelques jeunes avec qui je m'entendais bien. Et j'ai eu cette situation amusante, étant rentré et m'étant trouvé jeune maître de conférence à Orsay, de voir quelques-uns de mes anciens camarades me dire « tu devrais venir nous faire une thèse ». Et j'étais jeune et totalement naïf, et j'ai dit « bon, on va faire ça ». Et j'avais très envie, à l'époque on réfléchissait sur les supraconducteurs, on commençait à faire un peu de théorie dessus, c'était le début pour nous, c'est-à-dire les années 61-62. Et dans ma candeur, j'ai dit, bon, ben on va créer un groupe expérimental de supraconducteurs, alors que j'étais un pur théoricien. Alors, les premières semaines, c'était l'enthousiasme, et puis au bout de quelques mois, je me suis retrouvé avec 4 ou 5 jeunes excellents, mais une sensation de responsabilité épouvantable. Rien ne marchait, même les locaux, on ne les avait pas vraiment. On a fini par construire une cabane sur le toit d'un bâtiment d'Orsay, des choses comme ça. On était vraiment très très serrés et ça ne tournait pas tellement. Mais ça, c'était mineur. Ce qui était plus grave, c'est que, ce qui est assez habituel, aucune expérience ne marchait. Mais moi, n'étant pas du métier expérimental, j'étais incapable de leur dire, bon, ben, corrigeons de cette façon-là, faisons ceci et ça. Alors, on a été sauvés par plusieurs effets. L'un, c'est d'abord que j'avais quelques collègues extrêmement sympathique à Orsay, comme le professeur Perriot, qui m'a énormément aidé à trouver des techniciens expérimentaux et des conseils, disons. Et un autre aspect qui est amusant et que je raconte souvent, c'est que la théorie a débloqué un peu la situation par un biais tout à fait indirect. On est allé... une fois, on a fait un petit calcul avec un de mes jeunes expérimentateurs, qui était Étienne Guyon, qui depuis a eu une carrière bien différente, il est maintenant directeur de l'école normale. Et Étienne avait fait un petit calcul assez amusant, et il est allé le raconter aux Anglais. Et puis, à la fin d'un séminaire où il avait fait ça, les Anglais lui disaient « Ah, c'est intéressant tout ça, et qu'est-ce que vous faites par ailleurs ?» Et il a dit « Eh bien, on est dans la panade, rien ne marche, on veut faire ce qu'on appelait des jonctions tunnels, et ces jonctions, elles ne marchent jamais. » Et les Anglais lui ont dit « Oh, mais il fallait nous le dire, il y a un petit tour de main qui n'apparaît jamais dans les publications. Il faut faire une décharge gazeuse en même temps qu'on fait l'évaporation, dans une cloche d'évaporation. » Il est revenu, il a fait ça. En 3 semaines, on avait nos jonctions et le problème était débloqué. Mais j'avais passé, je dirais, près d'1 an dans une angoisse extrême, avec ces jeunes sur les bras et l'impression que je les emmenais nulle part. Mais c'est ce qui est étonnant avec vous, c'est qu'on a l'impression que la plupart des chercheurs cherchent, bien entendu, mais vous trouvez surtout. Je pourrais vous donner une liste vraiment considérable de trucs où j'ai séché, ou bien une liste considérable de trucs où j'ai dit une ânerie. Et j'ai La plus grosse ânerie, c'était quoi? Voyons que ça me revienne maintenant. Oui, par exemple, essayant de construire une analogie entre les gels, la gélatine, les gelées que nous mangeons, des choses comme ça, et des problèmes tout différents de systèmes où on a des billes conductrices et des billes isolantes, ce qu'on appelle la percolation. J'ai cru qu'il y avait une identité entre les deux problèmes. En fait, non, il y a une analogie inspirante, mais les lois détaillées ne sont pas du tout les mêmes. Et à l'époque, moi, j'ai cru à l'identité parce que j'étais trop vite. J'ai dit, bon, ça se ressemble, il y a un certain nombre de facettes communes, ça doit être la même chose. Ce n'était pas la même chose. Mais c'était proche, d'accord. Je ne regrette pas d'avoir écrit un papier là-dessus, parce que ça a quand même fait phosphorer les gens. Mais 10 ans après, on a vu que c'était, disons, qu'au lieu d'être des frères jumeaux, les deux problèmes étaient des cousins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors aujourd'hui,
vous obtenez le prix Nobel parce que vous avez élaboré des systèmes qui permettent d'établir des liens entre l'ordre et le désordre. Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement? Qu'est-ce que vous avez découvert? Écoutez, on pourrait dire le texte de l'Académie de Stockholm est un peu difficile à déchiffrer. Ce que ça veut dire en pratique, c'est en particulier une autre analogie, encore une ressemblance, mais qui celle-là était correcte. Une ressemblance entre tout un acquis culturel qu'on avait sur les transitions de phase, sur comment de l'eau passe de liquide à gaz, des choses comme ça. Ça, ce domaine des transitions de phase, il avait un immense passé, et dans les années un peu avant, eh bien, il avait tout à coup progressé extraordinairement. Moi, j'ai eu là aussi une chance extraordinaire. Je suis arrivé comme jeune prof au Collège de France. Ça devait être en 72. J'ai eu mes premiers cours à faire. J'ai dit que je les faisais sur les transitions de phase. Et juste dans les mois où je commençais à parler, eh bien, la porte s'est ouverte. Et ça a été la découverte principalement de Ken Wilson, qui a d'ailleurs eu rapidement le prix Nobel pour ça. On a compris les méthodes théoriques qui permettaient de bien voir ce qu'était une transition de phase. Bon, moi, d'une part, j'ai enseigné ça avec délice devant un public considérable, parce que le papier était publié 15 jours avant que je décrive la méthodologie. Dites-nous ce que c'est qu'une transition de phase. Disons que, vous voyez, des molécules d'eau, d'un côté, sont dans un gaz très tranquille, séparés les uns des autres, et puis tout à coup, elles décident de s'associer un peu, de prendre un comportement très différent. On peut un peu comparer, d'ailleurs ça je l'ai fait, cette situation-là à la situation d'un basculement d'opinion. Vous avez une opinion qui est tout entière dans un sens, et puis tout à coup, vous commencez à avoir des petits groupes de gens qui pensent d'une autre façon, et puis ces groupes grossissent, l'information se propage, et tout à coup, l'opinion bascule. Bon, ben ça, c'est un peu le genre de problème qu'on rencontre dans les transitions de phase. Alors, il se trouve que moi, dans ces années 72, et au moment où j'enseignais, j'étais déjà très intéressé par des problèmes tout différents, qui sont ceux des matières plastiques, de ce qu'on appelle les polymères, les molécules en longue chaîne. Et tout à coup, pendant les vacances de Noël de cette année-là, j'ai réalisé, étant au ski avec mes enfants, les problèmes habituels de torcher les plus jeunes et de morigéner les plus grands pour qu'ils n'aillent pas trop vite, eh bien, j'ai réalisé tout à coup que, il y avait un parallèle profond entre le problème transition de phase et les problèmes de conformation de grandes chaînes en solution, disons. Alors, j'ai arrêté de faire du ski, ce qui m'était rare pour moi. Je suis rentré à Paris un peu en avance. Je n'ai pas fini mes vacances de Noël. Et on a senti là que c'est vrai qu'on avait une clé importante, parce que d'un coup, en moins d'un an, comment dire, on a pu reprendre tout un tas de problèmes de la science des polymères avec une espèce de vision différente. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous avez des images qui peuvent être regardées sous deux perspectives, des choses comme ça. Un cube, vous pouvez le regarder de deux façons. Et alors, pendant 20 ans, vous êtes habitué à regarder ce cube et à dire l'avant est là, et puis tout à coup, vous regardez le même cube et vous dites mais l'avant est derrière. Alors, je trouve que c'est un peu l'analogie qu'on peut faire. Donc, beaucoup de gens se sont amusés à ce moment-là, et il y a eu une époque très excitante où on comprenait des tas de choses sur les conformations des polymères, et ça a été une époque très heureuse, ça, il n'y a pas de doute. Je dirais que avant ça, entre l'étape supraconducteur dont on a parlé tout à l'heure et l'étape polymère, il y avait une étape autre qui avait aussi été un grand plaisir, qui était l'étape cristaux liquides. Les cristaux liquides sont quelque chose qui était vraiment un outil de travail fabuleux, parce qu'ils posaient des problèmes tout à fait nouveaux. C'est très frappant de voir qu'il y avait une école russe en cristaux liquides expérimentale qui était tout à fait remarquable. Et il y avait des théoriciens russes qui sont extraordinaires. On sait très bien que les théoriciens russes sont dans les domaines très théoriques, vraiment parmi les leaders mondiaux. Mais il n'y avait pas de rapprochement entre ces deux choses, parce que les théoriciens russes considéraient que les cristaux liquides, et d'une façon générale, toute la chimie physique, ou tout ce que nous appelons la matière molle maintenant, ça leur apparaissait vraiment comme dangereusement culinaire. Ils n'avaient pas du tout envie de s'y intéresser. Et ça a été notre chance. C'est que nous, on a vu vers 68-69 qu'en fait, il y avait problème, et qu'il y avait moyen d'amener des méthodes théoriques relativement sophistiquées. N'exagérons pas, c'est pas le diable, mais enfin, et de faire progresser ces choses-là à ce moment-là.
Et donc, on a pu se mettre dans le bon créneau au bon moment, fédérer beaucoup de gens pour travailler là-dessus, et très vite, ces gens ont pris une grande autorité dans le domaine. C'est vrai, ça, que ce soit en chimie, que ce soit en physique, dans des aspects très différents. Alors aujourd'hui, quelles sont toutes les inventions qui sont issues de vos découvertes? Bon, je dirais de mes miennes, très peu de choses. Mais c'est un effort très, très collectif. Le grand inventeur de l'application, je dirais, le brevet que nous utilisons dans nos montres, c'est un Allemand qui s'appelle Wolfgang Helfrich, qui est un esprit tout à fait extraordinaire. Vous n'avez pas d'aiguille à jouer sur votre montre, hein? Non, c'est ça, c'est une de ces montres avec un petit écran extrêmement fin, une petite batterie. Et le procédé, le côté extraordinaire du procédé, c'est qu'il arrive à être quand même très actif. Il change ses chiffres tout le temps. Et cette montre travaille 2 ans avant que je change sa batterie. Donc on a là quelque chose qui est à la fois très économique en électricité et très économique en place, c'est tout petit, tout plat, très économique en produits chimiques, parce que le film qu'il y a là, il a, disons, 1/100 de millimètre d'épaisseur. Donc en poids, il est dans la gamme du milligramme. Il y a 1 milligramme de produit là-dedans. Alors ça, c'est le grand succès de ces choses-là. Mais je répète encore une fois, tout ça, c'est des actions très progressives et en groupe, et avec beaucoup de gens. Au départ, le nom que nous, on salue toujours, c'est Georges Friedel, qui, au début de ce siècle, a compris ce que c'était que les cristaux liquides, quel était l'arrangement des molécules dedans. Et il y a beaucoup de types. Il a compris les différents types, il les a classés avec les moyens d'observation du début du siècle, qui étaient pourtant très, très légers. Donc, Georges Friedel, ça a été le grand pionnier de cette histoire-là. Et puis, une école russe expérimentale très intéressante. Et puis, une explosion dans les années 70, avec, je dirais en particulier, cet Allemand Wolfgang Helfrich, qui a vraiment proposé le procédé qui s'est avéré être le plus pratique. Ça, c'est jamais évident. Les gens en ont proposé des tas, tout le monde en a fait, mais celui-là, c'est pour le moment avéré le plus pratique. Physique et vie pratique, c'est pas incompatible. Absolument. Et heureusement, dans les deux sens. Moi, je répète beaucoup que, d'une part, on ne peut pas se permettre de nos jours de faire de la science sans avoir une sensation de sa responsabilité vis-à-vis des gens qui payent la note. Et en France, nous sommes dans une situation relativement facile parce que le niveau de vie est quand même bon. Il y a des cas où c'est une responsabilité bien plus forte. Par exemple, faire de la science dans le tiers-monde, c'est infiniment plus difficile que chez nous, non seulement parce qu'on n'a pas bien les moyens et l'environnement, mais parce que aussi, c'est très difficile de faire une science qui soit directement utile pour les gens là-bas. Mais c'est vrai aussi pour les pays plus industrialisés, ceux qui ont des difficultés. C'est vrai pour l'Union soviétique actuellement. Je suis convaincu que les chercheurs soviétiques ont besoin de faire, enfin surtout les théoriciens, disons, ont besoin de faire une espèce de réexamen de leur situation dans la société et de se dire maintenant nous devons faire quelque chose qui a un impact. Parce que sinon, ils ne passeront pas avec les hivers difficiles qu'il va y avoir. Il est évident que le public, pourquoi est-ce qu'il irait, quand il n'a même pas de quoi bouffer, pourquoi est-ce qu'il irait se tourmenter d'équiper des gens qui font de la recherche très fondamentale? Alors vous, indirectement, donc, vous avez travaillé sur les cristaux liquides et donc sur ce qu'on voit dans les montres, dans les écrans d'ordinateur. Vous avez travaillé sur les supraconducteurs, sur les polymères, les plastiques, et puis encore d'autres choses. Oui, il y a un aspect qu'on aime beaucoup, qui est ce qu'on appelle un peu pompeusement la matière ultra-divisée, c'est-à-dire de tout petits grains en suspension dans un liquide, par exemple. C'est un des principaux cas, mais aussi des émulsions, des gouttes d'eau dans d'huile ou d'huile dans l'eau, comme on en a dans la mayonnaise, dans des choses comme ça, comme on en a dans les peintures. Cette matière ultra-divisée, elle touche à énormément de domaines de la vie courante et énormément de problèmes industriels qui sont importants. Et il se trouve en même temps que c'est une science pleine de questions. C'est très frappant que ces grains très divisés, ce qu'on appelait les colloïdes autrefois, ont été un sujet méprisé par la science pendant longtemps. La science des colloïdes a été considérée comme vaseuse pendant très très longtemps. Et finalement, de nos jours, elle s'avère une science pilote de beaucoup de problèmes de notre vie pratique. C'est clair que déjà beaucoup de choses que nous mangeons, et beaucoup de choses que nous mangerons à l'avenir, et en particulier, c'est important à dire dans un pays comme la France, où vraiment c'est notre ressource la plus originale, c'est d'avoir des produits agricoles en quantité notable et relativement bon marché.
ces produits, il n'est plus question de les vendre sous la forme la plus brute. Il faut en faire des choses élaborées au maximum. C'est là qu'on arrivera à faire vivre les gens. Et ça demande une réflexion vraiment intéressante qui regroupe aussi bien des physiciens, des chimistes, des gens qui s'occupent de la mécanique. La mécanique est très importante dans des opérations comme le goût, la saveur, etc. Mais aussi des gens justement qui s'occupent de physiologie. Et un nombre considérable de disciplines est concerné là-dedans. Et une des choses que j'aimerais faire ici, à Physique et Chimie, c'est de regrouper ces disciplines avec cet esprit-là. J'aimerais beaucoup arriver à attirer des spécialistes du toucher, par exemple, peut-être du goût et de l'odorat, des choses de ce genre, et à les faire travailler en vue d'un certain secteur un peu pratique. Et aujourd'hui, votre dada, votre thème de travail, c'est l'adhésion, c'est la colle. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous cherchez ? Ce que je cherche, c'est un fil conducteur, c'est-à-dire que j'étais très frappé en commençant à me documenter de voir que l'adhésion est devenue une science pratique extrêmement sophistiquée, avec des performances fabuleuses, des réussites extraordinaires, mais que si vous faites un colloque sur l'adhésion, vous arrivez tout de suite à une tour de Babel, à des gens qui n'arrivent pas à se parler les uns aux autres. Le mécanicien, disons, va présenter une très belle expérience dans laquelle il mesure de façon quantitative une propriété d'adhésion, et Dieu sait que c'est subtil et que c'est une mécanique pas simple. Et puis il va présenter ça devant un public où il y aura par exemple des chimistes qui ont inventé une des colles récentes. Et ces chimistes diront, tout ça c'est bien joli, mais est-ce que ça nous dit quelque chose sur comment nous devons modifier notre molécule, l'améliorer un peu pour avoir quelque chose qui tienne à un peu plus haute température ou qui tienne en présence d'eau, ou qui tienne 2 ans au lieu de tenir 6 mois. Ça, c'est un des gros problèmes de l'adhésion, c'est la durée dans le temps. Et actuellement, on n'arrive pas du tout à établir l'unité entre ces gens-là. L'un ne sait pas répondre à l'autre, et très rapidement, ils repartent chacun de leur côté en disant « moi je continue », et puis on verra après. Et l'espoir, c'est d'arriver à établir un langage commun et quelques idées directrices communes. Et je dirais que je ne suis pas du tout sûr qu'on y arrivera. Hein. Quelquefois, les problèmes ne sont pas vraiment mûrs, ce n'est pas encore le moment, et ça retombe. Je pense que pour certains problèmes, comme l'adhésion des caoutchoucs sur caoutchouc ou caoutchouc sur verre, des choses de ce niveau-là, ce genre de matériaux très souples, nous commençons à avoir un certain nombre de schémas de pensée qui sont objectivement bons et durables et simples, qu'on pourra expliquer aux étudiants sans qu'ils aient à apprendre par cœur une énorme liste de choses. Par contre, pour des problèmes qui impliquent des matériaux plus vitreux, ben là, franchement, j'ai essayé quelques idées, mais pour le moment, je ne sens pas du tout le fil directeur sortir. Donc, je suis très content de dire ça, parce que ça fait bien sentir que ces choses-là ne se font pas tchac, hein, c'est pas la pomme qui tombe, justement, c'est pas du tout la pomme qui tombe, et tchac, l'illumination. On essaye des tas de choses, il y en a qui, effectivement, s'avèrent aider un peu les gens, et on les pousse. Il y en a où vous sentez que, finalement, non, ce n'est pas le concept simplificateur qu'il faut, ça caricature la nature au lieu de la représenter, et bon, il faut essayer autre chose. Pierre-Gilles de Gennes, quel est le plus grand secret que vous aimeriez percer ? Alors, il y en a des tas, il y en a où je me sens plus d'âge à le faire. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote stupide, mais l'autre jour, tout à coup, j'ai reçu d'un collègue américain un livre superbe sur la gravitation, la relativité générale, les trous noirs, toutes ces choses-là. Et j'aimerais beaucoup me cultiver là-dessus, c'est très loin de mon domaine actuel, mais j'ai fait tout de suite une expérience gravitationnelle inattendue, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire ce livre dans mon bain, comme je fais souvent, et ce livre était passionnant et très bien illustré et tout, mais quand même très très dur. Sous un aspect, il n'y a aucune équation, c'est fait pour être lu sans équation, mais c'était quand même très très subtil. Et le résultat pitoyable, c'est que je me suis endormi et que la gravitation a repris ses droits. Et le livre est tombé, ce livre splendide avec des illustrations extraordinaires et complètement fichu par l'expérience. Mais ça illustre bien le genre de choses qu'on aimerait faire et qu'on n'arrive pas toujours à suivre, quoi. Est-ce qu'un physicien comme vous est philosophe ? Je dirais, j'ai coexisté un peu avec des philosophes quand j'étais gamin à l'école normale, c'est-à-dire à partir de l'âge de 17 ans. Et en un sens, ça m'a donné une sympathie, parce que ce sont souvent des gens beaucoup plus professionnels, techniques qu'on ne le suppose. Ce
sont des gens qui intègrent quand même une gigantesque culture, mais en même temps une immense méfiance, parce que je voyais les philosophes de l'époque à l'école normale, par exemple, se passionner pour des causes absolument injustifiées, comme une campagne sur la guerre bactériologique en Corée, où ils étaient disposés à faire d'énormes discours, alors que, comment dire, le dossier cherchant à établir que les Américains faisaient une guerre bactériologique en Corée ne résistait pas à l'analyse, même d'un gamin de 18 ans comme moi. C'est évident qu'il n'y avait rien de démontré là-dedans. Donc je dirais que j'ai mesuré à la fois le côté qui peut être très sérieux, technique et respectable de la philosophie, et le côté dangereux de prendre des gens qui sont des techniciens comme ça, comme des oracles de notre vie quotidienne, comme des gourous. C'est vrai d'ailleurs pour nous aussi. Je veux dire, il n'y a rien de plus dangereux que de croire qu'on devient un gourou parce qu'on est un scientifique reconnu ou parce qu'on a un prix Nobel ou quelque chose comme ça. Moi, je ne me sens aucun droit particulier, comment dire, à commenter sur les grands problèmes de l'époque, parce que j'ai fait mon petit secteur physique qui est un tout petit truc. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire, bon, attention, voilà des nouveaux produits qui vont poser des questions, et surtout, si on touche à des domaines un peu biophysiques ou des choses comme ça, attention, voilà des choses qui vont changer notre vie, qui vont poser des problèmes éthiques, qui doivent être débattus par toute la société. Mais tout ce qu'on peut être, c'est une espèce d'annonceur de problèmes, mais surtout pas un prophète. Ça, je crois que dans le gros, notre communauté, elle en est consciente. Une dernière question. Vous venez d'obtenir le prix Nobel. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir pour cette maison-ci, pour PC. Parce que cette maison-ci, après avoir eu ces grandes époques, elle a eu une période après la mort de Langevin où elle a été un peu oubliée du public. Et franchement, on a travaillé très dur pour lui donner le maximum de lustre. Et maintenant, dans ces murs, on a des équipes, des découvertes qui sont vraiment extrêmement astucieuses. Et le public ne le sait pas. Et bien là, j'ai l'occasion enfin de le dire, de le faire connaître, en particulier aux jeunes, je dirais. Moi, je reçois des jeunes tous les ans ici, et je leur fais un espèce de grand lavage de cerveau par rapport à l'éducation trop théorique qu'ils ont eue. Mais les jeunes qui ne viennent pas ici, ou ceux qui ne savent pas qu'ils pourraient y venir, je trouve que c'est très intéressant de leur faire sentir qu'il y a quelque chose de vivant. Donc ça, c'est le côté le plus positif de l'affaire. Le prix Nobel, c'est pas spécialement pour vous. Oui, absolument. Il faut voir ça comme une œuvre collective et un bienfait collectif.